Allez, venez, installez-vous avec nous tranquillement, commandez un expresso ou un macchiato. Nous sommes au Café de Saint-Maur-en-Poche avec deux invités de marque. Amanda Sters, bonjour. Bonjour. Vous êtes autrice, réalisatrice, vous avez publié de nombreux romans, des pièces de théâtre, Le Vieux Juif Blonde notamment. On vous doit également Les Érections américaines, Chicken Street ou Les Terres Saintes ou Les Promesses, et encore Lettres d'amour sans le dire, qu'on a beaucoup apprécié à la Griffe Noire. Vous venez de publier Le Café suspendu chez Grasset, qui se passe à Naples, et dans un café dans lequel vous racontez des histoires de vie du point de vue d'un narrateur français. Jean-Philippe Blondel, bonjour. Tu es un habitué du Salon de Saint-Maur-en-Poche, impressionniste de l'âme humaine. Tu as publié une vingtaine de livres, 6h41, Un si petit monde est resté vivant, et j'en passe. Tu viens de publier Café sans filtre, qui se passe au Toms, qui est un café qui rouvre ses portes après le confinement et où se côtoient de nombreux personnages, avec notamment Chloé, la narratrice principale du livre. J'avais une première question pour tous les deux. Pourquoi le café est-il un lieu propice à la fiction ? Le café, c'est un petit théâtre de l'humanité. C'est-à-dire que c'est un endroit où il y a des gens qui font leur entrée. Il y a quelque chose d'un peu spectaculaire, leur sortie. Et puis, où il y a des gens qui vieillissent, qui grandissent, qui évoluent. Et donc, c'est un très joli moyen de s'attacher, de s'attarder sur des personnages qui parfois n'ont rien à voir entre eux, sauf ce lieu qu'ils partagent et qui du coup est propice à raconter des histoires. Oui, le café, c'est la vie. C'est là où le réel et la fiction se rejoignent. On le fait tous. Il a fait hyper chaud. La première chose qu'on fait, c'est d'aller en terrasse. Et quand on va en terrasse, la première chose qu'on fait, c'est de regarder les gens passer et de les critiquer et d'imaginer la vie qui va avec. Et en fait, voilà, je trouve que c'est un endroit où naissent des histoires. Non seulement on en entend beaucoup, quand on s'installe à un café, on entend beaucoup d'histoires ou de bribes d'histoires. C'est là où se jouent des destins aussi souvent, parce qu'on va au café quand on a quelque chose d'important à dire à quelqu'un. Et puis, c'est là où on divague aussi, hein, où on invente la vie des autres. Exactement. Alors, Amanda, un café suspendu, c'est quoi ? Racontez-nous cette histoire. Qu'est-ce que c'est qu'un café suspendu ? Un café suspendu, c'est la traduction littérale d'une expression italienne qui s'appelle le café sospeso. Et un café sospeso, c'est un café qu'on achète, c'est parti de Naples. Et à Naples, c'est dans tous les cafés. Quand vous venez acheter un café, vous pouvez en laisser un second, en payer un second qui sera à l'ardoise pour quelqu'un qui rentre et qui n'a pas les moyens de s'en offrir un. Donc c'est en quelque sorte à la fois un symbole et un tout petit geste, mais une façon d'autoriser les autres à garder du lien social. C'est pour moi à la fois très poétique et presque un acte démocratique. Dire à quelqu'un, vous n'avez peut-être pas les moyens de vous payer un café, mais vous avez le droit d'être là, vous avez le droit de rencontrer des gens, de devenir ami avec quelqu'un, de tomber amoureux et aussi de donner votre avis. Il compte aussi, parce que c'est ça un café, c'est ce théâtre-là dont on parlait. Donc, pour moi, c'était un tout petit symbole et en même temps quelque chose avec une grande puissance littéraire. Et c'est ce café sospeso qui vous a donné envie d'écrire ce livre. C'est cette idée-là qui vous a donné des déclencheurs. Qui m'a émue. Je me suis dit qu'il y avait quelque chose de très joli. D'abord, le fait de donner sans savoir à qui on allait offrir. Et aussi dans la capacité à recevoir, puisqu'il y a ces deux choses-là, l'humilité de rentrer dans un café, de dire j'ai pas les moyens mais j'ai le droit. Et il y avait quelque chose qui m'a semblé... parfois, c'est des tout petits gestes et qui nous donnent confiance en l'humanité. Et je me suis dit que c'était un moment aussi dans la vie où on avait besoin de ça. Et c'est quelque chose qu'on vient de vivre avec les masques, par exemple. On a mis des masques pour protéger des gens qu'on ne connaissait pas. C'est un peu le même signe. Jean-Philippe, toi, ton café dans Café sans fil s'appelle le Toms. Oui. C'est un hommage, j'imagine, à Suzanne Vega, forcément. C'est le Toms et j'ai l'impression que c'est un peu, quelque part, c'est l'histoire du Toms de la chanson de Suzanne Vega que tu as racontée dans ton livre. Oui. En fait, est-ce que c'est faux ou est-ce que c'est vrai ? Non, c'est vrai. Ce qui s'est passé au départ, c'est que Sylvie Gracia sur Facebook, comme quoi ça sert des fois les réseaux sociaux de vieux, Facebook en est un. Sylvie Gracia a mis en janvier
Olivier, pas cette année, l'année d'avant, elle a mis une photo de la terrasse du Nemours à Paris en disant, parce qu'on en avait tellement marre que tout soit fermé, en disant qui c'est qui vient avec moi dès que ça rouvre. Et j'étais le premier à répondre moi. Et ça m'a déclenché vraiment cette envie d'écrire là-dessus. Et tout de suite m'est revenu en tête la chanson de Suzanne Vega, Tom's Diner, où c'est l'histoire d'une jeune fille qui est au fond d'un café et qui regarde passer les gens dehors et dans le café et à s'accueillir, etc. Et je me suis dit, ben voilà, je vais... De toute façon, c'est une chanson qui m'obsède depuis 30 ans, 35 ans. Et je me suis dit, ben, je vais raconter l'histoire de la narratrice de cette chanson quand même. Voilà. Et alors justement, il y a deux phrases en exergue dans vos livres. Toi, Jean-Philippe, c'est « Courage, on est tous reliés ». Mais on oublie de s'en souvenir. Et vous, Amanda, il y a une phrase de Victor Hugo qui ouvre le livre. Il y a ceux que l'on croise et que l'on connaît à peine et qui vous disent un mot, une phrase, vous accordent une minute et qui changent le cours de votre vie. C'est ça la possibilité offerte par le café, selon vous? C'est cette capacité d'imprévu et de rencontre? Et puis le courage, on est tous reliés. C'est un des derniers lieux, le café, où on peut croiser toutes les classes sociales, toutes les tranches d'âge. Là, à part la plage, il y a la plage, le stade et le train, je pense. Le stade, c'est vrai aussi. Oui, alors le train, il y a des premières classes et il y a des secondes classes. En terrasse, il n'y a pas des premières classes et des secondes classes. Donc voilà, c'est important. Ouais. Ouais, et puis voir des gens qu'on ne connaît pas se transformer. C'est drôle parce qu'on peut presque, quand on est un habitué d'un café, on peut presque voir une histoire d'amour se dérouler sous nos yeux pendant des années avec en fait ces blancs qu'on remplit nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a ces moments où on ne voit pas les gens et on imagine ces moments de leur vie. Et voilà, on peut voir une femme enceinte, on peut la voir arriver avec son bébé, on peut le voir grandir. Et en fait, il suffit d'un sourire, mais en même temps, on a l'impression de connaître ces gens, de connaître ce tissu d'humanité qui peuple les cafés. Et alors dans vos livres, il y a un narrateur principal chez vous, Amanda, et chez toi, Jean-Philippe, il y a Chloé qui prend un peu le pas sur les autres, mais pas complètement. Il y a plusieurs personnages et il y a plusieurs... pourquoi ce narrateur a été important pour vous pour regarder la vie des autres? Alors moi, elle est au fond du café, elle observe, et c'est à travers elle, au départ, qu'on découvre tous les personnages. Puis j'avais tellement envie de me mettre dans la peau d'une jeune femme de 30 ans qui sort de 2 ans de confinement. Enfin, vraiment, c'est vraiment, pour moi, c'est la porte d'entrée, oui, à toute l'histoire. Et alors vous, le narrateur est français, il raconte la vie d'Italien. Alors je pense que c'était ça. D'abord, ça m'autorisait à parler de Naples avec mes yeux de française, même si je connais bien Naples. J'avais, c'était un narrateur français qui avait envie de parler de cette ville. Je ne pouvais pas imaginer parler du café suspendu ailleurs qu'à Naples, étant donné que c'est vraiment une tradition napolitaine. Je pense que en fait, c'est un exercice d'empathie, non seulement d'être écrivain, mais en plus quand on décrit des situations et j'avais envie de cette empathie-là. En fait, il y a toujours un prisme qui transforme les histoires, qui imagine et on apprend autant sur Jacques dans la façon qu'il a de décrire les gens que sur les gens eux-mêmes, en fait. Complètement. Oui, et puis alors moi, ma Chloé, je me suis quand même basé sur je suis prof, sur une ancienne élève que j'ai eue et qui vient de Troyes dans l'Aube comme moi et qui a ouvert un salon de thé dans la banlieue d'Helsinki. Comment ça peut arriver, ça, de commencer sa vie à Troyes dans l'Aube et finalement d'ouvrir un salon de thé en Finlande et à Vantaa. Et enfin, j'ai toujours trouvé ça extraordinaire et à partir de là, ça m'a fait fantasmer. Enfin, je lui ai demandé des indications aussi, mais ça m'a fait fantasmer, là, vraiment. Et si vous voulez la réponse de pourquoi elle est partie à Helsinki, il faut lire le livre. et par rapport à tous les deux, vos 2 livres, j'ai trouvé qu'il y avait aussi beaucoup de tendresse pour la fragilité des différents personnages, pour la fragilité humaine. Est-ce que l'effet de les mettre dans ce café, justement, et qu'ils acceptent leurs failles, a été une façon de les rendre encore plus fragiles et plus humains, de les mettre dans le café? Il y a le regard des autres dans un café. Je disais tout à l'heure, c'est aussi un exercice d'humilité d'apprendre à recevoir. On parle souvent des gens généreux, mais les gens qui ne savent pas recevoir, c'est aussi c'est autant un problème que les gens égoïstes, en fait. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à apprendre à recevoir. Ça me permettait de ne pas être redevable. Et en fait, je pense que
l'humanité ne fonctionne que s'il y a ce rapport-là, la capacité à recevoir, c'est aussi important que la capacité à donner. Et voilà, ce petit geste dans le café contenait toute cette dualité. Alors moi, c'était lié en plus au contexte. C'est les réouvertures des bars l'an dernier, vers le mois de mai-juin. Ouais. Et on a tous été hyper fragilisés par tout ce qui s'est passé il y a 2 ans, par le confinement, même ceux à qui ça a plu. On a tous été... Et ce moment-là où ils se retrouvent, où les gens commencent à re-rentrer dans le café, et encore... Ils ont un peu de mal parce qu'il faut signer au départ, et voilà, on n'ose pas trop, on va bien en terrasse, mais on n'ose pas trop rentrer à l'intérieur encore. Puis on a son gel hydroalcoolique à portée de main des fois que. Je trouve que on a tous été bouleversés par ce qui s'est passé, on a tous été fragilisés, et le café là permet de relier vraiment, permet de remettre du lien là où tout avait été coupé. Et est-ce que le café, comme un livre, justement, crée du lien, quoi? Est-ce que le livre crée autant de liens? J'espère, oui. Ouais. Oui, j'espère. Ouais. La littérature comme outil de lien, est-ce que c'est aussi quelque chose qui finalement permet de créer des rencontres comme le café peut l'être? Je pense différemment, mais c'est vrai que moi, comme lectrice, je dirais pas comme écrivain, mais comme lectrice, d'avoir parfois lu quelque chose et de m'être dit, en fait, je suis pas toute seule. J'ai l'impression que quelqu'un me comprend, même si c'était quelqu'un que je connaissais pas, mais c'était à travers des mots. Ça crée du lien dans ce sens, parce que d'un coup, on se sent aimé. Oui. Moi, en plus, c'est ridicule, mais j'ai une âme de fan. Moi, enfin, dès que je finis un livre que j'ai adoré, j'écris à l'auteur, moi. Un cher auteur. J'aime beaucoup ce que vous faites. C'est ridicule, mais en même temps, c'est vrai. Quand tu lis un livre qui te touche particulièrement, tu as l'impression qu'il s'adresse qu'à toi, donc moi je réponds qu'à l'auteur. Et les auteurs te répondent, tu entretiens des correspondances comme ça avec les auteurs? Oui, ou pas? alors j'entretiens pas des correspondances, mais oui, enfin, bon, ils répondent ou ils répondent pas, c'est pas grave, l'important c'est aussi la lettre que tu as envoyée. Et vous aussi, vous recevez beaucoup de courriers, Amanda? Oui, beaucoup. Alors maintenant les réseaux sociaux ont remplacé beaucoup, mais je reçois encore du courrier papier, des choses très émouvantes. J'ai quelqu'un qui a répondu carrément à ma lettre d'amour sans le dire, mon roman précédent, en me renvoyant une lettre presque plus longue que mon livre. Donc il y a des gens qui font vraiment des efforts, c'est assez touchant. Oui. Par rapport à votre travail d'écrivain, donc là il y a Chloé qui est au fond du café, qui écrit, qui dessine. Et qui dessine. Il y a Jacques qui raconte cette histoire pour vous. Est-ce que vous travaillez dans les cafés? Comment vous, et puis surtout, est-ce que vous allez dans le café observer les gens pour nourrir vos romans qui se passent ailleurs que dans des cafés? Alors, je peux pas écrire dans un café. Il faut que j'écrive au calme à la maison, chez moi, qui est personne, enfin n'importe où, mais où il y a personne. Par contre, observer, je fais que ça. Enfin, ma femme me dit souvent que c'est insupportable d'aller au resto ou au café avec moi, parce qu'elle me dit, au bout de 5 minutes, elle me dit, tu m'écoutes pas là? Je dis, si, mais en fait non. Enfin, j'écoute ce qui se passe à la table d'à côté. Enfin, je me dis, oh là là, c'est un 3e rendez-vous, c'est mal barré. Oh là là, jamais t'aurais dû dire ça. Enfin, après, c'est ça être écrivain, c'est observer en permanence. Ben, je sais pas ce que ça veut dire être écrivain, mais je pense que il faut de l'empathie. On parlait d'empathie tout à l'heure, je pense qu'il faut d'abord de l'empathie. Je pense qu'il faut d'abord de l'écoute et de l'empathie. Et une bonne dose d'ironie aussi, ce qui est assez facile. C'est vrai qu'on vole des choses un peu à droite à gauche. Je sais pas ce que les gens pensent toujours qu'on vole. Parfois, c'est un mouvement de tête, c'est une toute petite chose qui, en fait, déclenche notre imaginaire ou transforme ce tout petit geste en une histoire pour nous. Et vous le notez tout de suite ou vous le gardez en tête pour ensuite le réécrire avec la perception moi, d'après? Je note rien, mais c'est là, ça fabrique quelque chose. Oui, moi, ça va en mémoire, en fait. Ouais. Et alors, quelle est votre technique d'écriture? Je crois, Amanda, on avait discuté ensemble, vous me disiez que l'écriture naissait aussi d'une frustration. Alors racontez-nous un peu cette... Alors d'abord, moi je peux écrire dans un café, mais je peux écrire n'importe où. Et au contraire, s'il y a trop de calme, c'est compliqué parce que j'ai grandi avec 7 frères et sœurs et j'étais l'aînée. Et donc j'ai l'habitude d'un bordel énorme. Donc je pourrais m'installer là au milieu du salon et me mettre à écrire, ce serait parfait. Et oui, j'écris pas tout de suite. On a parlé de ce très beau livre de Jean-Philippe Toussaint qui s'appelle L'urgence et la patience ensemble. Et je disais que oui, parfois je me retiens d'écrire parce que je sais que
en fait, le fait de me frustrer va créer quelque chose plus tard, ce qui est très particulier à expliquer. Oui, c'est ça. Moi, j'écris à peu près 1 heure par jour en écoutant la musique. C'est pour ça en fait, je suis sous casque, en écoutant tout le temps la même chanson, en fait, que j'ai sélectionnée. Mais effectivement, je m'affame. Hein. C'est-à-dire que je sais que je pourrais écrire plus, mais je préfère arrêter là. Et alors après, pendant toute la journée, tu es là. Et le lendemain, il y a un truc orgasmique. Hein. Tu te rues vers l'ordi en disant où j'en suis. C'est-à-dire, ouais, vraiment, tu fais cet effort de frustration et de je m'arrête. Ah, c'est pas un effort, c'est rigolo comme tout. C'est rigolo, ouais. Ah, d'accord. C'est un jeu finalement que tu as. Et alors, et oui, toi, tu écris en musique, Jean-Philippe. Je crois que c'est une chanson par livre. C'était quoi la chanson de ce livre-là? C'était Suzanne Vega. C'était Suzanne Vega. Bon, je lui ai écrit, elle m'a pas répondu. Je suis super déçu. Parce que je pensais que c'était des chansons sans paroles que tu prenais d'habitude. Ah non, d'accord. Non. D'accord. Et vous, est-ce que vous écrivez en musique aussi? Ça m'arrive aussi quand j'ai pas le bruit, mais en fait c'est plus que je sais que je réfléchis à trop de choses en même temps, et donc quand j'ai de la musique ou du bruit, en fait ça canalise une partie de mon cerveau et du coup je vais. On pense souvent que les écrivains sont des intellectuels, mais les écrivains sont des gens instinctifs. Il faut récupérer cette part un peu animale, instinctive. Et c'est vrai qu'annuler la réflexion parce qu'on a trop de choses en même temps, ça nous permet de retrouver cette chose-là très primale. Quel est le livre, pour terminer, 2 petites questions un peu plus anecdotiques, quel est le livre que vous offrez le plus souvent à vos amis ou à vos copains, ainsi de suite, en leur disant « ça, tu vas l'aimer » ? Alors, ça change avec... moi, je tombe très régulièrement amoureux de livres, donc ça change tout le temps. En ce moment, je sais, à la rentrée littéraire, il y en a un que je vais offrir à tout le monde. Mais voilà, j'en reparlerai à ce moment-là. Mais il y en a un. Mais autrement, alors oui, je vais chez Gibert ou quand c'est moins cher, etc. Mais j'offre souvent le premier tome de la Pléiade de la recherche. C'est un beau cadeau. Un beau cadeau. C'est pour ça que j'essaie de le trouver en pré-réduit. Moi, j'offre souvent un livre. En fait, je l'ai en plusieurs exemplaires à la maison parce que c'est aussi un livre pour enfants, mais il marche à tous les âges. Qui s'appelle Moi j'attends, qui est un livre de David Ekali et qui est illustré par Serge Bloch. Et c'est la vie en 30 pages avec des dessins très délicats et un fil rouge. Et à chaque fois que je le lis, je pleure. Voilà, c'est un très beau livre. Sinon, il y en a un autre, c'est Je m'appelle Acherlef. Ah oui, de Chaim Potok. Que je trouve extraordinaire, vraiment. Et alors, dernière petite question. Quel héros ou héroïne de roman auriez-vous aimé être? Acherlef. Acherlef. Ah, ouais. Pourquoi Acherlef? C'est extraordinaire ce que ça pose comme dilemme, comme problème. C'est quoi être artiste? Comment tu transgresses? Est-ce que tu as le droit de... Quelle est la place de la famille dans ta vie? Quelle est la place de tes amis? Je trouve qu'il est au cœur de toutes les questions qu'on a quand on écrit, en fait. Et vous, Amanda? Je vais répondre autre chose que ce qu'on s'est dit la dernière fois, mais parce que je pense que j'aimerais être la Rose du Petit Prince. Pourquoi? Parce que il comprend comment l'aimer, je pense. Ouais. Eh bien, j'imagine que vous avez compris comment aimer Amanda Sterz et Jean-Philippe Blondel dans cette rencontre. Qu'il est doué. Allez les voir, ils sont là à la Tente Littérature, allez les voir, découvrez leur univers. C'est vraiment 2 auteurs qu'on aime et qui savent raconter l'humanité dans son ensemble.